On va se pencher sur une histoire assez folle. L'histoire d'un agent d'IA qui a tout pour plaire, il devient viral quasi instantanément, mais voilà, il est aussi incroyablement dangereux, à tel point qu'il a failli s'autodétruire. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce projet, OpenClaw, au lieu de juste disparaître, a déclenché quelque chose de complètement inattendu, ce qu'on a appelé les guerres des clos. Alors, voilà comment on va dérouler cette histoire. D'abord, on va voir le phénomène OpenClaw, comment tout a commencé. Ensuite, on se penchera sur les failles, là où tout a failli déraper. Puis, on verra la réaction, une toute nouvelle génération d'agents. On explorera comment un véritable écosystème est né de tout ça. Et enfin, on se posera la question, pourquoi ces guerres des clos sont-elles si importantes? Allez, on plonge dedans. On commence par le début, le phénomène OpenClaw. Pour bien comprendre toute l'agitation, il faut d'abord saisir ce qui rendait ce projet si spécial. Qu'est-ce qui a bien pu le propulser au rang de star de la tech, et ce, en un temps record? Eh bien, tout tient dans cette petite phrase de son créateur, une IA qui fait vraiment des choses. La promesse était juste énorme. On passait à un tout autre niveau. Fini les simples chatbots qui se contentent de répondre à des questions. Là, on parlait d'agents autonomes. Des agents qui agissent, qui exécutent des tâches complexes, tout seuls dans le monde numérique. C'était un vrai changement de paradigme. Alors, il faut savoir que les débuts ont été chaotiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Le projet a changé de nom plusieurs fois en l'espace de quelques jours à peine. Mais c'est en février 2026 que tout bascule, que la fusée décolle vraiment. Et l'étincelle, c'était quoi? C'était une idée un peu folle, mais absolument géniale, un réseau social pour les IA. Un endroit où elles pouvaient interagir entre elles. Et c'est ça, vraiment ça, qui a fait exploser sa popularité. Bon, comme on peut s'y attendre avec une croissance aussi explosive, les problèmes n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Les premières fissures sont apparues. Et ce succès fulgurant a en fait agi comme un projecteur, mettant en lumière des failles de conception, des failles fondamentales et surtout potentiellement très dangereuses. Pour bien comprendre la nature du danger, il faut qu'on parle d'un concept essentiel en cybersécurité, la fameuse surface d'attaque. En fait, l'idée est toute simple. Imaginez un bâtiment. Plus il y a de portes, de fenêtres, de points d'entrée, eh bien, plus il y a de chances qu'un intrus trouve un moyen de rentrer. C'est exactement pareil pour un logiciel. Et c'est précisément là qu'était le problème avec OpenClaw. Ce truc était un véritable monstre de complexité. On parle de plus de 430 000 lignes de code, réparties dans une cinquantaine de modules différents. Chaque ligne, chaque module, c'était une porte ou une fenêtre potentielle. Ça créait une surface d'attaque tellement vaste qu'elle était quasiment impossible à défendre. Mais le souci, ce n'était même pas que la taille. C'était pire. C'était le fait que l'agent demandait des autorisations quasi illimitées sur la machine de l'utilisateur. En gros, c'était comme donner les clés de sa maison à un inconnu. Forcément, les experts en sécurité ont tout de suite tiré la sonnette d'alarme. Ils disaient « Attention, là ce n'est plus une porte ouverte, c'est une invitation en bonne et due forme ». Le risque était tellement flagrant que même l'équipe du projet a dû mettre les choses au clair. Ils ont carrément posté un avertissement. En gros, si vous n'êtes pas un expert, si vous ne maîtrisez pas la ligne de commande, ce projet est beaucoup trop dangereux pour vous. Quand les créateurs eux-mêmes disent que leur propre création est dangereuse, c'est qu'il est grand temps de s'inquiéter, non? Mais voilà, et c'est là que l'histoire prend une tournure fascinante. Au lieu de signer l'arrêt de mort du concept, cette crise a eu l'effet inverse. Ça a été un catalyseur. On a assisté à une véritable explosion cambrienne de nouveaux projets. Loin de se décourager, la communauté s'est retroussé les manches et s'est mise au boulot pour réparer les erreurs du premier. Et c'est comme ça qu'est apparue toute une nouvelle génération d'agents. Et cette fois, c'était beaucoup plus varié. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir que chaque projet a pris une direction différente. Certains se sont concentrés sur la légèreté pour être le plus minimaliste possible. D'autres, au contraire, ont fait de la sécurité et de la confidentialité leur cheval de bataille, leur priorité numéro 1. Alors, un des premiers problèmes à régler, c'était de dompter la bête. Parce que l'OpenClaw original, c'était un vrai mastodonte. Un éléphant dans un magasin de porcelaine numérique. Il dévorait une quantité absolument colossale de mémoire et de ressources système. Et là, les résultats de ce travail d'optimisation sont juste stupéfiants. Si on compare l'original avec une de ses nouvelles versions comme ZeroClaw, la consommation de mémoire a été réduite de plus de 99%. C'est dingue, on est vraiment passé d'un poids lourd à un poids plume. L'autre grande leçon, évidemment, c'était la sécurité. Fini le temps où on la considérait comme une option, un pansement qu'on ajoute à la fin si on a le temps. Non, la nouvelle philosophie, c'était Security by Design. La sécurité devait être intégrée dès le départ, au cœur même de l'architecture. Et on a vu des projets comme IronClaw qui ont bâti des véritables forteresses numériques. Ils ont appliqué ce qu'on appelle une stratégie de défense en profondeur. L'idée, ce n'est pas d'avoir un seul gros mur, mais de superposer plein de couches de protection. On a le sandboxing pour isoler les éléments dangereux, la protection des mots de passe, des défenses contre les injections de prompts, bref, tout un arsenal pour rendre le système beaucoup plus robuste.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'innovation, elle ne s'est pas limitée aux agents eux-mêmes. Non, toute cette vague de créativité a fait naître quelque chose de bien plus grand, un écosystème complet d'outils et de services. Un simple projet s'est transformé en un véritable univers. D'ailleurs, il existe une sorte de catalogue de cet univers, la OpenClaw Map. Et quand on la parcourt, on découvre des dizaines de projets tous plus fascinants les uns que les autres. On y trouve bien sûr des réseaux sociaux pour IA, des jeux, des mondes virtuels, mais aussi des trucs beaucoup plus surprenants. Tenez-vous bien, des places de marché où des agents d'IA peuvent embaucher des humains, littéralement, pour faire des tâches à leur place. Ok, alors si on prend un peu de recul, au-delà de toute la technologie, qu'est-ce que cette histoire nous apprend, au fond? Quel est l'enseignement principal qu'on peut tirer de cette période de développement complètement frénétique, chaotique, mais aussi incroyablement créative? La première grande leçon, c'est une démonstration, mais alors éclatante, de la puissance de l'open source. On a vu une communauté mondiale de développeurs identifier un problème, l'analyser et proposer des dizaines de solutions. Et tout ça à une vitesse qu'aucune entreprise, aussi grande soit-elle, n'aurait pu égaler. Le deuxième point, qui est peut-être encore plus fondamental, c'est que toute cette saga met en lumière l'attention au cœur même du développement de l'IA. D'un côté, on a cette course pour créer des systèmes toujours plus puissants, toujours plus autonomes, et de l'autre, on a l'obligation absolue de s'assurer que ces systèmes restent sûrs, qu'on puisse les contrôler et qu'ils soient alignés avec nos intérêts. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si l'avenir de l'IA n'était pas en train de s'écrire dans le calme des laboratoires de grandes entreprises? Et si au contraire, il se forgeait dans le chaos créatif d'une sorte d'arène mondiale? Une arène ouverte, compétitive, décentralisée. Finalement, peut-être que cette guerre des clos n'était qu'un tout petit avant-goût de ce qui nous attend.